Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur Le Figaro. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, le Premier ministre, vous le savez, demande lundi prochain la confiance de l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, il a démarré des consultations avec les partis politiques. François Bayrou recevait ce matin notamment la coalition présidentielle et le Rassemblement national. Des consultations a priori vaines. Est-ce que François Bayrou va réussir à arracher un vote de confiance? Analyse et décryptage dans un instant avec Stewart Shaw. Il est politologue à l'Institut Verian. Depuis cet été, 90 narcotrafiquants sont emprisonnés à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Une prison transformée en super prison. Des détenus contestent leurs conditions de détention en multipliant les incidents. Que se passe-t-il réellement là-bas? On retrouvera Timothée Delem en direct depuis le Pas-de-Calais et devant la prison de Vendin-le-Vieil. Et pour finir notre émission, je recevrai le monsieur météo de TF1, Louis Baudin, dans son dernier livre. Il nous raconte à quel point le climat et la météo ont façonné le destin de l'humanité. Soyez au rendez-vous, les histoires sont absolument captivantes. Voilà, vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour Stewart Shaw. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau du Figaro. On est à moins d'une semaine du vote de confiance demandé par François Bayrou. Un vote de confiance demandé donc aux députés de l'Assemblée nationale. Quelles sont les chances de François Bayrou de rester Premier ministre? Il a assez peu de chance, mais je pense qu'il le savait. Peut-être pas dès qu'il a annoncé, en tout cas qu'il souhaitait ce vote de confiance, mais très rapidement après. La réaction du RN et du PS assez rapide ont forcément un petit peu scellé son destin et ils vont l'amener à quitter très certainement Matignon. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une séquence qui est assez intéressante. François Bayrou, il a joué sur une mécanique assez classique en politique, et la mécanique de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il a essayé de responsabiliser à la fois les oppositions, son camp aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de partisans ont décrié cette méthode et cette stratégie-là. Mais ça s'est avéré un petit peu contre-productif pour plusieurs raisons. D'abord parce que poser une question de vote de confiance sur un constat qui est partagé par les Français, c'est pas forcément très stratégique. Le constat, c'est lequel suit de dire qu'effectivement, il y a un enjeu de dette publique extrêmement important et qu'il est évidemment important d'agir sur cette question-là. Vous le savez, même début juillet, première quinzaine de juillet, quand il annonce déjà ces mesures, on connaît un certain nombre. À la mi-juillet. Le programme était un peu particulier. Exactement. La date, plus précisément. Déjà, la date un peu particulière, et puis des annonces un peu tonitruantes aussi, qui ont été très largement contestées dans l'opinion. Malgré ça, et en dépit de cela, vous aviez à peu près 6 Français sur 10 qui étaient, en tout cas, d'accord sur l'idée même d'avoir un plan rigoureux pour agir sur cette question de la dette. Donc finalement, poser une question sur un constat qui est plutôt consensuel me semblait déjà assez perdu d'avance en termes de mobilisation. Et puis le deuxième écueil que je vois, c'est que l'opinion publique n'attend plus grand-chose de François Bayrou. Et ça, je pense qu'on le voit notamment dans nos différents baromètres Verian avec Le Figaro, qu'on est face à un Premier ministre qui a perdu à la fois en popularité depuis qu'il a été nommé, depuis 8 mois. En décembre dernier, effectivement, sur un seuil quand même, et on le verra certainement dans les prochains jours, la publication de la nouvelle vague, des seuils qui sont assez historiquement bas pour un Premier ministre. Donc il perd en popularité et il a perdu aussi en crédibilité. Je pense que la méthode François Bayrou n'a pas forcément convaincu à la fois les oppositions politiques, mais aussi les Français. Donc vous voyez, prendre à partie l'opinion pour essayer de faire pression dans ce contexte-là, avec les armes que François Bayrou et les atouts qu'il avait dans l'opinion, qu'il n'a pas plutôt, me semble aussi pour le coup une stratégie assez perdante. Est-ce qu'il y a l'idée d'une stratégie à plus long terme, l'idée de se poser en responsable, de sortir quelque part par le haut, ne pas subir les prochains événements parce que peut-être il a 2027 en tête?
Alors ça, je ne sais pas pour 2027. En tout cas, cette décision, qui est une décision politique, de partir sur un vote de confiance, éventuellement, hein, on ne peut pas présager de tout et de ce qui va se passer. Mais enfin, si on en croit les différentes dynamiques, s'il partirait le 8, effectivement, il aurait choisi sa sortie, il ne l'aurait pas forcément subi, puisque effectivement, ce qui se dit de plus en plus, c'est que le gouvernement serait tombé très certainement à l'issue de la consultation au Parlement sur le budget. Pour autant, et je pense que là, au-delà de cette décision-là d'espérer sortir par le haut, les Français sont plutôt, je pense, assez... voient cette décision d'un regard assez, non pas audacieux, mais au contraire assez critique, je pense. C'est-à-dire que les Français, au final, ils attendent d'un Premier ministre qu'il arrive à ce compromis-là. Vous savez, toutes les études qui montrent que les Français sont pour une décision du président de la République, etc., sont intéressantes. Oui. Mais au final, dans l'idéal, et je dirais dans le scénario le plus probable, les Français sont très conscients que la voie de sortie, ce n'est pas la victoire d'un camp ou d'un autre, c'est la victoire du compromis. Or, aujourd'hui, François Bayrou n'a pas réussi à le faire. Il tente coûte que coûte de le faire dans les jours qui lui restent. Ça semble assez largement insuffisant. Est-ce que sa déclaration opposant les boomers aux jeunes générations, boomer étant un terme plutôt péjoratif, elle a fait beaucoup de bruit. Cette déclaration, elle divise, elle monte les uns contre les autres. Ça vous a surpris ? Pourquoi a-t-il fait Oui, je suis assez surpris, toujours dans une logique de stratégie d'opinion, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance en politique à se dire on ne sait pas forcément toujours pour qui on vote, par contre on sait souvent contre quoi on vote. Donc je pense que François Bayrou a essayé au final de faire identifier, je dirais pas si c'est un ennemi commun, en tout cas un adversaire, et l'adversaire ce serait quoi? Ce serait une irresponsabilité d'une certaine partie de la population, ce qu'il appelle les boomers, c'est-à-dire des personnes qui sont nées entre les années 45 et exactement, et qui seraient finalement irresponsables s'ils ne suivaient pas le constat et la voie tracée par François Bayrou, parce qu'il laisserait aux générations qui viennent la charge de cette dette-là. Il faut constater que ces stratégies-là, elles sont très largement décriées dans l'opinion, tout simplement parce que les Français ne sont pas du tout dans une aspiration d'une guerre intergénérationnelle. Sur quel que soit le sujet d'ailleurs, on a toujours voulu amplifier ces tensions qui pouvaient parfois, effectivement, se ressentir, s'identifier entre les différentes générations sur un certain nombre de sujets. On parle par exemple des retraites, on a parlé de l'écologie. Oui, il y a, je ne dirais pas des désaccords, peut-être des incompréhensions, des interprétations différentes, mais les Français, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, n'attendent surtout pas d'un politique qu'il alimente, en tout cas, ce conflit intergénérationnel. Et qui alimente peut-être les divisions dans la population. Alors depuis lundi, le Premier ministre consulte les chefs de parti. À quoi ça sert, ces consultations? Je pense que ce qui est quand même intéressant dans cette séquence, c'est pas tant ce qui va se passer avec François Bayrou que ce qui va se passer après François Bayrou, si jamais le Premier ministre venait à ne pas remporter ce vote de confiance. Et là, pour le coup, pour les oppositions, c'est une séquence importante, c'est-à-dire placer des billes, être le plus influent possible, être le plus proactif possible pour peser ensuite sur le Premier ministre ou la Première ministre qui sera nommé. Parce qu'au final, ce qui va quand même advenir, c'est qu'il faudra un budget pour la France d'ici la fin de l'année. Et donc pour les oppositions, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, qu'est-ce qu'ils peuvent capitaliser sur cette séquence un peu désastreuse, on va le dire. Et donc là, pour les oppositions, c'est marteler de nouvelles idées et pour le coup, peut-être de faire réémerger dans l'opinion publique l'idée même d'une alternative possible à ce que nous proposerait le gouvernement. Ça, c'est des choses que l'on voit assez régulièrement dans nos études depuis un certain nombre de mois. Cette idée selon laquelle les Français souffrent aussi du manque d'alternatives crédibles à la proposition ou aux propositions qui émanent du gouvernement et en l'occurrence de François Bayrou. Donc pour les oppositions, c'est un moment assez important à la fois pour influencer, les esprits. Absolument, d'influencer ce qui va certainement se passer pour après, d'influencer les esprits avec des mesures concrètes, des propositions assez concrètes qui vont d'une certaine manière peser aussi dans la balance lorsqu'il y aura un ou une nouvelle première ministre. Donc pour les oppositions, c'est un moment assez important. Il faut qu'ils arrivent à capitaliser politiquement sur cette séquence-là. Alors le RN, le Rassemblement national, semble lui vouloir accélérer le calendrier électoral. Pourquoi cette volonté d'accélérer le calendrier électoral de leur part ?
Alors c'est vrai que pour eux, je pense que la meilleure stratégie, en tout cas le scénario idéal serait une sorte de, soit la dissolution, mais encore c'est assez délicat, hein, parce que je ne suis pas certain que la couleur de l'Assemblée nationale, cette tripartition, serait vraiment différente après la dissolution. Juste 2 mots sur cette séquence-là, parce qu'effectivement, on a beaucoup dit que cette dissolution était attendue par les Français. Quand on regarde les chiffres, au final, pour les Français ? Ils sont majoritairement pour. En même temps, c'est pas le scénario qu'ils espèrent réellement. Tout simplement parce qu'ils savent que le résultat probable de ces élections législatives, après cette éventuelle dissolution, serait pas forcément très différent de ce qui a pu se passer il y a 1 an, en juin 2024. Et d'ailleurs, on remarque aussi que dans le détail, le Rassemblement national, même s'il pourrait peut-être gagner quelques sièges, je pense qu'il ne pourrait pas renverser forcément la table et avoir une majorité absolue ou même relative assez confortable, parce que on a dit le Front républicain, il agit quand même et encore beaucoup dans un certain nombre de circonscriptions. Alors même si certaines études montrent qu'il serait plus fragile qu'avant, il fait plus fragile, oui, mais sur des électorats qui sont peu mobilisés, c'est-à-dire soit ceux qui voteront quoi qu'il arrive le Rassemblement national, donc les électeurs RN, soit les abstentionnistes, c'est-à-dire ceux effectivement qui ne vont pas voter. Donc il faut regarder surtout le rapport de force sur les électeurs PS, macronistes, en tout cas de centre, de droite ou de centre-droit. Et là, on voit quand même qu'une majorité de ces électeurs-là résistent encore à cette idée d'abstention dans le cas d'un duel gauche et Rassemblement national. Donc il faut faire attention, je dirais, aux différents rapports de force. Donc je ferai... en tout cas, si je m'octroie le droit de donner un conseil au Rassemblement national, je dirais attention parce que le résultat n'est pas forcément gagné. Eux ont le sentiment qu'ils peuvent avoir la majorité absolue s'il y a des législatives anticipées. C'était les propos récemment de Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Est-ce que François Bayrou, il paye le fait de ne pas avoir assez bien traité, si je puis dire, entre guillemets, Marine Le Pen? Elle a envoyé dès le 25 juillet une lettre au Premier ministre pour lui faire des propositions pour réduire la dette. Le Rassemblement national pèse en termes de députés à l'Assemblée nationale. Ça a compté, ça? Oui, mais je pense que le Premier ministre, c'est l'échec à la fois d'une incarnation et d'une méthode. D'une incarnation, on en a parlé, oui. Dans l'opinion, il n'a pas réussi finalement à s'installer. Et puis d'une méthode, parce qu'effectivement, il a été assez peu, je trouve, conciliant, à la fois sur l'opposition de gauche, qui a manqué, pour eux en tout cas, beaucoup d'écoute, de considération, et puis peut-être aussi, effectivement, du Rassemblement national qui exprime un petit peu déplore aussi son désarroi face au mur auquel ils ont fait face quand François Bayrou il est toujours d'ailleurs à Matignon. Donc oui, je pense que François Bayrou n'a pas réussi en tout cas à imposer cette méthode du dialogue qui était pour autant quelque chose qu'il était censé incarner et qui prônait. Le conclave sur les retraites a été, à mon sens, l'illustration de cet échec de la méthode Bayrou. Alors on ne peut pas tout lui remettre en responsabilité sur le dos, évidemment. Tous les acteurs ont une part de responsabilité sur l'échec de ce conclave-là. Mais en tout cas, je trouve que cette séquence du conclave sur les retraites, qui n'a abouti finalement à pas grand-chose, si ce n'est vraiment à rien, montre cet échec à la fois de la méthode Bayrou et, à mon sens aussi, de la façon dont il a ou pas considéré ses oppositions. Alors, ce vote de confiance qui va être voté, vraisemblablement, qui va renvoyer François Bayrou, eh bien, ça fragilise clairement Emmanuel Macron. Ça met une pression désormais sur le président de la République. Oui, le président de la République, il aura pas forcément le temps vraiment de tergiverser après, si jamais le gouvernement serait amené à tomber le 8. Je pense qu'il va falloir qu'il nomme très très vite un locataire de Matignon. Il ne pourra pas attendre comme il l'a fait pour Michel Barnier, d'ailleurs comme il l'a fait aussi un petit peu pour François Bayrou. Il faudra qu'il aille très vite et qu'il choisisse une personnalité qui ne soit pas, c'est pas une personnalité consensuelle pour l'ensemble des oppositions qu'il faut. C'est une personnalité qui puisse être capable déjà d'être dans une ouverture d'esprit et une ouverture politique. Encore une fois, je le répète, les Français dans le scénario idéal pensent que le compromis est la seule voie possible, en tout cas d'ici 2027, pour essayer d'avancer et de faire avancer le pays. Donc,
d'une certaine façon, Emmanuel Macron, il va être responsable très vite de cette capacité ou pas à nommer un Premier ministre qui, lui, sera capable ou pas de faire enfin un compromis attendu par l'opinion. Quel nom avez-vous à l'esprit quand vous parlez d'une personnalité de compromis, Stewart Chaud? Alors, si on en croit l'opinion, ce que souhaiteraient les Français, majoritairement, c'est une personne issue de la société civile qui serait par conséquent moins politisée et qui serait donc capable à la fois de parler à l'aile social-démocrate et, je dirais, à la droite un peu plus libérale. Donc qui est une personnalité qui soit capable de faire un peu l'intermédiaire entre les deux. Je crois que c'est un peu plus de 40% selon un certain nombre d'études. Est-ce que c'est pas un peu naïf, pardon, dans un contexte d'Assemblée nationale très... Alors oui et non, c'est-à-dire que les deux... Oui, il faut vraiment compter, c'est vraiment très compté. La politique, oui, c'est aussi compter. Vous avez raison. Maintenant, je pense que les Français ont vu que, à la fois, les deux derniers premiers ministres qui ont été en poste, qui ont été, en tout cas, censés incarner cette voie du compromis, n'ont pas réussi, ont échoué. Et donc, certains se rêveraient d'un Mario Draghi un peu à la française, qui serait capable, en tout cas, pour les mois et peut-être l'année ou l'année et demie qui vient, replacer la France sur un nouvel élan, une nouvelle dynamique, et c'est ce qu'on voit aussi dans les études d'opinion. Les Français sont inquiets, non pas simplement de l'instabilité politique, mais finalement du vide vis-à-vis duquel on se trouve et qu'ils espèrent combler assez rapidement. Alors, vous parlez de l'inquiétude des Français. Deux mouvements de grogne sociale sont annoncés. Le mouvement du 10 septembre et le mouvement du 18, des manifestations du 18 septembre. Que pensent les Français de ce mouvement du 10 septembre, qui est un mouvement qui a émergé d'abord sur les réseaux sociaux, qui est un peu... obscur entre guillemets, oui, pour le moment. Qu'est-ce que vous les Français avez étudié sur ça? Les Français sont un peu partagés effectivement sur ce mouvement-là. Bon, il y a deux choses. Il y a le soutien à l'idée selon laquelle c'est une fenêtre d'opportunité pour contester un certain nombre de choses. Là, oui. Les Français sont plutôt en soutien, par conséquent, de ce mouvement, en tout cas de cette revendication. Il valide le mot d'ordre qui est bloqué? Il valide en tout cas l'idée qu'il faut agir pour, je dirais, s'opposer aujourd'hui à ce qui est proposé. On a à peu près 6 Français sur 10 qui aujourd'hui soutiennent le mouvement, selon les quelques études que j'ai pu voir publié. Il faudra voir dans les prochains jours si ça se renforce ou au contraire si ça se désamorce un petit peu. Maintenant, les Français sont quand même assez prudents parce qu'ils savent aussi que ces mouvements qui sont à la fois apolitiques, qui sont en dehors du corps syndical, ne sont pas toujours, entre guillemets, maîtrisables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment au final quels sont effectivement les objectifs et les attentes. Mais ce que risque de constituer ce 10 septembre, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire là, est-ce qu'il n'y a pas une séquence pour un certain nombre de Français en colère de s'exprimer, de descendre dans la rue. Je ne pourrais pas vous répondre sur la capacité, la force mobilisatrice aujourd'hui parce que c'est trop du tôt, mouvement, parce que c'est un petit peu tôt, parce que les Français, comme vous le disiez très justement, n'ont pas encore vraiment d'idée claire sur la portée de ce mouvement-là. Par contre, oui, il faut le dire, ils sont en soutien à une forme de contestation assez vive de notre exécutif aujourd'hui. Merci Stewart Chaud, merci d'avoir été en direct avec nous sur Le Figaro. Et puis on retrouve bien sûr le baromètre mensuel qui analyse la popularité des hommes et des femmes politiques. Ce sera vendredi dans Le Figaro Magazine. Merci d'avoir été avec nous. Depuis cet été, la prison de Vendin-le-Vieil, l'une des plus sécurisées de France, accueille près de 90 trafiquants de drogue détenus dans des conditions strictes. Des conditions qui sont contestées par les détenus. Ils tentent de perturber l'organisation. Timothée Delem, vous êtes en direct depuis le Pas-de-Calais et vous êtes en direct depuis la prison de Vendin-le-Vieil. Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, écoutez, Anne-Emmanuel, c'est un mouvement de contestation, une grogne de la part des détenus qui a débuté la semaine dernière dans cette prison juste ici, Vendin-le-Vieil. Vous savez, c'est l'une de ces deux prisons de haute sécurité voulues par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, prison qui accueille depuis le mois de juillet 88 détenus
considérée comme étant extrêmement dangereuse. Il y a 2 prisons comme ça en France. Il y a également Condé-sur-Sarthe, un peu plus loin d'ici. Et donc ce mouvement de grogne depuis quelques jours avec des cellules qui ont été inondées, des coursives également. Quelques détenus ont également ingurgité des piles pour tenter d'embêter le personnel pénitentiaire. On va parler justement avec le surveillant pénitentiaire, secrétaire local Force ouvrière, David Lacroix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mouvement de tension avec le dernier épisode en date. Cette grève de la faim qui a débuté depuis hier matin. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un communiqué. Racontez-nous avec vos mots ce qui s'est passé concrètement ces derniers jours. Oui, alors un mouvement de contestation a commencé depuis ces derniers jours en essayant de perturber le service de nuit et nos agents, en inondant les cellules, en simulant l'ingestion de piles pour essayer de sortir à l'hôpital et de désorganiser l'organisation de l'établissement. Ce n'a pas été le cas parce que ces détenus ont été gérés en interne. Voilà, nous avons mis fin au moment de contestation et des inondations en leur coupant l'eau ce week-end. Donc c'est un peu rentré dans l'ordre et là une nouvelle étape a commencé depuis hier avec cette grève de la faim collective. Alors vous avez décidé de couper l'eau la nuit, me semble-t-il, donc entre 19h et 7h du matin, c'est ça. C'est la seule solution finalement pour empêcher les détenus d'inonder leurs cellules comme ils le faisaient en bouchant les robinets. On précise que vous leur avez fourni des bouteilles d'eau. Absolument, c'est ce qu'on fait habituellement dans les autres établissements où il y a ce type de phénomène, parce que ce n'est pas un cas isolé. On parle de Vendale-le-Vieil parce que nous sommes sous le feu des projecteurs, mais ce genre de phénomène arrive très souvent dans d'autres établissements. Donc oui, nous avons coupé l'eau en leur donnant 3 litres d'eau pour la nuit, pour ne pas qu'ils disent qu'on les laisse dans des conditions inhumaines. Et pour endiguer ce phénomène, parce que nous ne sommes pas là pour... déjà, c'est pour préserver la structure et pour éviter que le surincident. Cette mesure est encore en cours. Est-ce qu'il y a un délai qui est fixé dans ce genre de situation ? Là encore, hier soir, par exemple, la nuit prochaine, l'eau doit être coupée pendant la nuit ? Nous réévaluons la situation chaque jour. Au fil des réactions des détenus. Comme hier, il y a eu une tentative de nouveau, donc nous avons réitéré cette action. Comment est-ce qu'on réagit lorsque l'on est un surveillant pénitentiaire et vous avez une certaine expérience, vous avez travaillé dans de nombreux centres de détention, me disiez-vous, comment est-ce que les agents sont préparés à ce type d'événement ? On se prépare, c'est au fil des années, au fil des expériences vécues. Après, il y a des protocoles très spécifiques de sécurité. Avant d'aller encore plus avec ce nouveau mode de gestion de détention, nous avons un protocole, nous le mettons systématiquement en sécurité. Nous n'ouvrons pas de cellules seules en service de nuit. Nous protégeons, parce qu'en fait ça peut être aussi des diversions pour essayer il peut y avoir un autre problème et nous distraire et nous attirer dans un autre secteur pour gérer un autre souci. Donc ça se fait avec l'expérience et on arrive relativement bien à gérer ces situations au quotidien. Et dernier épisode en date, donc cette grève de la faim, on le disait, vous confirmez, elle est suivie, c'est un mouvement d'ampleur qui est suivi par une majorité de détenus. On rappelle qu'ils sont 88 ici dans ce centre de détention de haute sécurité. Oui, une très grande majorité la suivent pour l'instant, ils ne prennent pas le repas fourni par l'administration. Donc nous suivons cette évolution sereinement. Ce sont des gestions individuelles. Donc si vraiment leur état de santé se dégradait avec cette grève de la faim, ils seront vus régulièrement par le service médical et donc on pourra aviser en conséquence. Alors je voudrais lire un mot de ce communiqué publié donc hier par les détenus. Vous allez nous dire d'abord comment est-ce que c'est possible de publier un communiqué dans ces cas-là, comment est-ce qu'il vous est comment est-ce qu'il vous est communiqué, et surtout que c'est important parce que donc communiqué qui annonce cette grève de la faim, c'était hier matin, et qui vous prend à partie directement. David Lacroix ment, nous dit-on, enfin disent en tout cas les détenus. Ils s'en prennent également à leurs conditions de détention, conditions également qui seraient imposées à leurs familles. Nous ne sommes pas violents avec les agents, les familles, y compris les enfants, sont accueillis par des agents cagoulés qui sont censés les impressionner. Voilà, un communiqué quand même un peu à charge dans lequel, encore une fois, vous êtes visé, en tous les cas, vous êtes cité directement. Comment avez-vous réagi ? Sereinement, si vraiment je mentirais sur leurs conditions de détention et sur mes déclarations, je leur invite par le biais de leur avocat de porter plainte contre diffamation.
Je suis très serein, je ne fais que relater leurs conditions de détention qu'ils dénoncent, qu'ils jugent inhumaines. Après, là, dans ce communiqué, ils parlent de leur famille et de leurs conditions inhumaines imposées, dont acte. Moi, je pense aux familles d'Arnaud et Fabrice Moello, qui ont été lâchement assassinés. Fabrice Arnaud, nous ne reverrons plus leurs enfants, leur épouse et leurs parents. Donc il faut tout remettre dans leur contexte. Quand on épouse une carrière dans le narcobanditisme et dans la criminalité, forcément vous faites des dommages collatéraux quand vous venez à être incarcéré, et nous ne faisons que respecter les décisions de justice. Qu'est-ce qui vous est reproché au fond de la part des détenus ? De dire la vérité à l'opinion publique et de dire le contraire de ce qu'ils dénoncent, de leurs conditions inhumaines. Leurs conditions seraient tellement inhumaines, l'ensemble des recours qu'ils ont fait devant la justice aurait été accepté. Ce qui n'est pas le cas depuis l'ouverture de Vendin-le-Vieil et de ce nouveau régime de détention. La justice nous a donné raison, nous agissons dans le cadre de la loi. Donc nous ne comprenons pas cette réaction. Quand on voit ce mouvement de grogne, de contestation, quand on connaît également le profil d'un certain nombre de détenus dans ce centre. On parle de Mohamed Amra, qui se trouve ici même. On parle de Salah Abdeslam, qui est à l'isolement également à Vendin-le-Vieil. Redon Faïd, par exemple, était présent ici il y a encore quelques jours. Il a été transféré à Condé-sur-Sarthe désormais. Et que, encore une fois, que vous êtes cité, comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que ça vous fait peur de voir que vous pouvez être peut-être pris pour cible ? Forcément, je suis un peu médiatisé, je me fais un peu le porte-parole de mes collègues. Donc ils s'en prennent à moi parce que je suis le seul à porter la voix des surveillants de Vendin-le-Vieil et de ce que les détenus dénoncent dans leur... Après, il faut rester serein, il ne faut pas céder à la panique. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont dans un mouvement pacifique. Je pense que ça c'est catastrophique pour eux de passer à la vitesse supérieure au niveau de l'agressivité. Ils annoncent qu'ils sont pacifiques et c'est ce qui se passe d'ailleurs en détention. Les relations avec les détenus se passent très bien. Ils dénoncent les conditions pour leur famille. Après, nous ne faisons qu'appliquer le règlement. Vous évoquiez tout à l'heure également ces recours devant la justice portés par un certain nombre d'avocats qui dénoncent des conditions inhumaines, des conditions indignes de détention dans ces nouveaux centres de haute sécurité. Que leur répondez-vous ? C'est un peu paradoxal de la part des avocats et de ces détenus. Il faut savoir que la majorité de ces détenus arrivent de quartiers d'isolement. Donc ils n'avaient plus d'interaction avec d'autres détenus. Ils avaient des activités très limitées. Ils n'avaient qu'une heure de promenade. Ici, à Vendin-le-Vieil, ils sont seuls en cellule. Ils ont la douche en cellule, dans des conditions de propreté et c'est très neuf. Ces détenus ont 2 heures de promenade par jour. Ils ont des activités sportives. Ils ont accès à la musculation. Donc c'est pour ça que nous ne comprenons pas cette idée d'inhumanité qu'on nous reproche dans cette gestion. Alors justement, pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fantasmes sur ces prisons haute sécurité, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. La haute sécurité, qu'est-ce qui change par rapport à une prison, j'allais dire, classique ? Nous avons actuellement une vraie prison complètement hermétique. C'est-à-dire qu'elle est coupée du monde au niveau des drones, au niveau des téléphones portables avec l'installation des brouilleurs. Nous avons mis des caillebotis aux fenêtres pour empêcher ce fléau qui gangrène toutes nos prisons des livraisons par drone. Des parleurs hygiaphones qui empêchent tout contact avec la famille et qui empêchent de transmettre des objets ou quelques autres objets qui pourraient nuire à la sécurité d'établissement. Donc en fait, ces détenus se rendent compte qu'en fait, ils sont dans une vraie prison et que c'est vraiment coupé du monde. Pardon, mais ça veut dire que ça n'est pas le cas dans les autres prisons ? Vous le savez bien, l'opinion publique le voit, les détenus se gargarisent de faire des vidéos et des lives TikTok en direct de leurs cellules parce qu'ils savent que nos prisons ne sont pas hermétiques. Donc voilà, là, enfin, nous avons les pouvoirs publics ont mis les moyens et quand on met les moyens, on s'aperçoit qu'on y arrive. Combien d'agents par détenu y a-t-il dans ces prisons haute sécurité ? C'est 3 ou 4 pour un seul détenu, c'est ça ? Les détenus sont gérés de manière individuelle à chaque sortie. Donc vous avez 3 surveillants systématiquement pour un détenu quand il sort de sa cellule. Est-ce que selon vous, ce mouvement de contestation, il n'est pas également le résultat justement de ces politiques qui sont mises en place et finalement de détenus qui se trouvent empêchés, et on parle notamment de certains qui avaient l'habitude de continuer à pratiquer du deal de drogue depuis leur cellule. Là, c'est peut-être le signe également que finalement ils sont bien embêtés. C'est clairement ce qui leur arrive. Et ils sont vraiment empêchés dans leur activité au quotidien, ce qu'ils pouvaient faire dans d'autres établissements. Donc on voit que quand on veut, on peut.
Ces établissements de haute sécurité, et ici notamment à Vendin-le-Vieil, qu'est-ce que ça change, pour vous, les surveillants pénitentiaires, dans l'exercice de votre métier ? Ça change tout au niveau de la sécurité. Nous, chez Faux Justice, nous réclamons ces classifications d'établissements depuis des années. Actuellement, nos prisons sont des écoles du crime où tous les détenus sont mélangés selon leur profil. Vous pouvez avoir du terroriste islamiste avec du narco-bandit, avec des violeurs, avec des pédophiles et au simple voleur de poules. Donc forcément, ça crée un terreau de recrutement pour certains détenus qui sont malveillants. Et donc ces classifications sont devenues primordiales pour assainir nos détentions. Quel est le type d'individu que l'on incarcère dans ces établissements? On l'a dit, Salah Abdeslam, Mohamed Amra, il y en a 88 au total, 100 au maximum, c'est en tout cas ce qu'avait annoncé Gérald Darmanin. Quels sont les types d'individus, les types de peines également de ces hommes qui se trouvent dans cet établissement? Nous avons une grande majorité de détenus prévenus en attente de leur procès. Et c'est pour ça aussi que dans la loi, il leur est dit de leur placement provisoire ici à Vendin-le-Vieil qu'ils pouvaient bénéficier d'un statut de repenti s'ils collaboraient avec la justice et s'ils se permettaient de faire évoluer leurs affaires en collaborant avec la justice. C'est comme c'était énoncé, donc la majorité des détenus sont là pour des faits de narco-banditisme et d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Les peines, c'est quoi? C'est 8-10 ans minimum? Ça peut même aller jusqu'à la perpétuité parce qu'il y a eu des assassinats perpétrés, de commandités. On les a vus dans la presse avec ces cartels. C'est un peu cette mexicanisation du trafic de drogue. Donc on peut, dans certaines affaires, dans certains procès, on va pouvoir aller jusqu'à la perpétuité. Il y aura des procès d'assises. Certaines informations font état de la participation de Mohamed Amra à ce mouvement de contestation. Il en serait même le porte-parole. C'est ce qu'ont affirmé certains surveillants. Vous confirmez ? Hier, il nous a déclaré à l'ouverture qu'il prenait la parole pour s'autodéclarer porte-parole. Après, je ne pense pas qu'il fasse unanimité auprès de ses codétenus, sachant que s'ils sont à Vendin-le-Vieil, c'est en grande partie à cause de lui, parce qu'il a perpétré cet assassinat envers nos deux collègues. Donc c'est un peu un pied de nez qu'il nous fait et une provocation, je pense. Justement, j'allais vous demander un peu dans quel état d'esprit se trouve Mohamed Amra aujourd'hui. Il y a une envie de revanche, de provocation justement? On ne sait pas, il a été très discret depuis son arrivée. Là, on voit un peu qu'il a pris ses marques, il essaye un peu de se faire entendre et de ne pas perdre de sa superbe et de l'aura qu'il pourrait avoir auprès d'autres codétenus. Je pense qu'il se trompe un peu sur l'idée que les autres détenus se font sur lui. Et nous le surveillons. Un autre détenu également très médiatisé, on l'a évoqué, c'est Salah Abdeslam. Dans quelles conditions est-il détenu, incarcéré dans cette prison de Vendin-le-Vieil? Ce dernier passe à l'isolement. Il a aussi droit à 1 heure de promenade et à de l'activité physique et des visites de sa famille. Je reviens sur les conditions pour vous, surveillants pénitentiaires. C'est un soulagement finalement, en tout cas c'est ce que je crois comprendre dans vos mots, c'est la mise en place de ces centres. Vous avez été formé, comment ça s'est passé justement, parce qu'il y a certaines pratiques qui ont changé? Certaines pratiques ont changé, mais pas concrètement, parce que nous avons l'habitude de gérer en sécurité. Avant l'ouverture de ce quartier spécialisé pour les narcotrafiquants, nous avions déjà une maison centrale où nous travaillions déjà en sécurité. Après, l'ensemble des personnels est très très expérimenté, avec beaucoup d'expérience, ont l'habitude et sont aguerris de gérer ce genre de profil. Donc pour nous, il n'y a pas de changement fondamental. Ce qui est mis en place ici correspond, mot pour mot presque, j'allais dire, aux annonces qui avaient été faites par Gérald Darmanin? Les annonces et les moyens qui nous avaient été annoncés et que nous avons aussi réclamé de manière supplémentaire parce que tout n'y était pas dans le projet initial. Nous avons fait rajouter beaucoup d'aménagements sécuritaires pour que nous soyons un maximum protégés. Nous avons eu les moyens des ambitions du ministre. Nous pouvons que nous en réjouir parce que les travaux étaient effectués. Oui. D'après justement le ministère de la Justice, en 2024, ce sont 40 000 téléphones portables qui auraient été saisis dans les prisons de manière générale en France. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'ici à Vendin-le-Vieil, depuis que ces 88 détenus sont arrivés au mois de juillet, aucun objet illicite n'a pu pénétrer dans les cellules? Oui,
Après, je vous dis, le risque zéro n'existera jamais. Mais actuellement, la prison est totalement étanche. Les détenus font l'objet de fouilles de cellules régulières pour notre sécurité et pour la sécurité de l'établissement. Donc je peux vous garantir qu'actuellement, rien ne passe. Vous sentez, c'est vrai qu'ici, il y a un contexte, parce que pour raconter un peu ce qui s'est passé, nous sommes arrivés ici pour l'interview. C'est vrai que nous avons à peine sorti la caméra que 3 policiers sont tout de suite venus nous voir. On a également vu certains agents qui sont venus un peu surveiller, nous poser des questions, nous demander pourquoi nous étions là. On sent qu'ici, il y a quand même un degré particulièrement élevé sur la sécurité. Le curseur sécurité est au maximum. C'est ce qu'il faudrait dans l'ensemble des établissements. Mais vous savez aussi que le nerf de la guerre, ce sont les moyens humains aussi également. Ce qui manque cruellement dans nos établissements pénitentiaires où nous sommes cruellement en déficit de personnel. Et donc ce que peut se permettre à Vendin, malheureusement, ne peut pas nous permettre dans d'autres établissements. Est-ce que ça veut dire que vous appelez les autorités à mettre en place ce type de mesures, ce type d'établissement, à le généraliser un peu partout en France, en tout cas à en mettre en place d'autres? Pour l'instant, il y en a seulement 2. Il faut le graduer. Il faut des établissements sécuritaires comme ces derniers. Il en faut d'autres moins sécuritaires pour les peines beaucoup plus légères, parce qu'on ne peut pas appliquer le même régime carcéral pour n'importe quel détenu. Il faut s'adapter aux peines de ces derniers et leur dangerosité. Mais oui, forcément, on ne peut qu'encourager notre administration et nos politiques à continuer dans cette voie. Un dernier mot très rapidement, est-ce que vous pensez être en mesure d'éteindre cet incendie, d'éteindre ce mouvement de contestation dans les prochains jours ? Je pense que le mouvement s'éteindra de lui-même. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, on a les projecteurs sur Vendin-le-Vieil parce que c'est très médiatisé. Ce genre de phénomène arrive régulièrement dans nos prisons. Ces phénomènes de grève de la faim collective sont déjà passés auparavant. L'administration n'a rien lâché, n'a jamais rien lâché. Il ne faut pas lâcher. C'est un message fort qu'on envoie aussi à l'opinion publique. Et pour une fois que le problème est pris à bras-le-corps, il ne faudra rien lâcher. Merci David Lacroix, merci beaucoup. On continue évidemment de suivre ce dossier donc avec cette grève de la faim débutée hier matin et qui semble suivie en tout cas par une grande majorité de détenus. C'est en tout cas ce que nous disait à l'instant David Lacroix. Merci Timothée Delem d'avoir été en direct depuis le Pas-de-Calais. Merci à votre invité David Lacroix et à Pierre-Henri Frotté pour les images. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau du Figaro. Vous êtes le visage bien connu de la météo pour les téléspectateurs de TF1 et pour les auditeurs de RTL. Alors vous êtes là avec nous, pas pour un bulletin météo du jour, quoique. Mais pour ce livre qui sort demain, vous signez ce nouveau livre, Les histoires extraordinaires de la météo. C'est aux éditions Fayard, des récits captivants qui racontent quelle influence plus exactement a eu la météo, le climat sur la destinée des humains. La météo, c'est un acteur clé qui est trop souvent oublié. Totalement. Oui. Je dirais même que c'est sur la fin du XXe siècle où... à cause ou grâce au progrès, on s'est un peu éloigné de cette planète, de cet environnement, et on a un peu oublié qu'il fallait le respecter, qu'il fallait vivre avec, qu'il fallait peut-être l'écouter un peu. Et ça, on l'a fait, alors parfois pour de bonnes raisons, parce qu'il a fallu faire de l'agriculture intensive, parce qu'on a fait des progrès en chimie, parce qu'on a fait des progrès dans le domaine médical. La preuve, je dis ça aux jeunes générations, moi je vis 20 ans de plus que mes grands-parents, donc j'en suis très content. Voilà, c'est quand même, il y a eu de bonnes choses, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié cet environnement, et aujourd'hui on se réveille en se disant waouh, les émissions de CO2, l'acidification des océans, le non-respect de la biodiversité. Donc la météo est un des aspects de cet oubli, et je trouve que de se rappeler qu'on vit dans cette météorologie, de sa naissance à sa mort, on respire cette atmosphère, on respire cet air, les petites gouttelettes sont autour de nous, là il y a une pression, il y a une température, il y a une humidité, il y a une influence, oui. Et donc il ne faut pas l'oublier parce qu'on doit respirer, et plus on respire de l'air pur et acceptable pour notre organisme, mieux on va se comporter. Et puis même chose pour tout ce qui nous entoure, notamment la nature. Alors dans ce livre, dans ces histoires extraordinaires, ces 50 récits, vous êtes plongé dans l'histoire. C'est par exemple l'influence de El Niño dans la chute d'une civilisation précolombienne. En quoi El Niño a fait chuter une des civilisations les plus brillantes? Oui, en fait, alors...
C'est ce que je dis bien dans le livre. Hein. De toute façon, des hypothèses, il y a des historiens. Moi, je ne suis pas historien, mais je travaille en parallèle avec les historiens. Donc, dans les hypothèses les plus importantes, effectivement, il est fort probable que la météorologie ait pu avoir une influence sur certaines évolutions de civilisation, et notamment sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que le phénomène El Niño est un des phénomènes qui se produit à grande ampleur. C'est-à-dire que c'est un refroidissement que l'on a habituellement le long de la côte pacifique, le long du Chili. Et bien, de temps en temps, il y a des eaux chaudes qui viennent prendre la place. Donc, forcément, ces eaux chaudes apportent une énergie différente à l'atmosphère qui est au-dessus et donc changent le climat. Et ça peut se faire sur parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est assez rare. Il y a peu de phénomènes qui ont une influence sur une aussi grande échelle. Et donc, forcément, cette évolution ou ces changements qu'on peut avoir pendant un phénomène El Niño vont avoir des conséquences sur de grandes surfaces, donc sur la végétation, donc sur l'agriculture et donc sur certaines communautés qui peuvent habiter là, et c'est probablement ce qui s'est passé. C'est le scénario envisagé, probable. De cette civilisation qui aurait disparu faute en fait, à cause de la famine, faute de récolte. Exactement, en fait, il n'y a pas de culture, donc pas de récolte, et probablement des famines qui ont été dévastatrices. J'ai appris aussi en lisant votre livre l'influence de la météo dans une des œuvres d'art majeures du 19e siècle. C'est le Cri de Munch. On va le voir à l'écran. Alors, racontez-nous. Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant parce que très longtemps, on a vu ces peintures. Voilà, cette peinture. On disait, mais il y a une interprétation des cieux, il y a quelque chose qui relève de l'artiste. Non, pas forcément, pas que. Puisqu'on est en train de se dire, évidemment, on n'a pas de photo, mais on se dit qu'il est probable que l'activité volcanique durant le 19e siècle, avec certaines éruptions, notamment du côté de l'Indonésie, a pu projeter dans le ciel des microparticules qui sont venues à la fois filtrer d'ailleurs les rayonnements solaires, donc faire baisser la température au niveau du sol, parce qu'évidemment, il y a moins d'énergie qui arrive, mais également donner des couleurs aux nuages et aux cieux, qui ont pu effectivement permettre aux artistes une évocation comme on n'en voit plus aujourd'hui. Vous parlez d'une éruption en Indonésie et là, on est Munch, c'est la Scandinavie, c'est la Norvège, c'est ça ? C'est très bien que vous disiez ça, parce que ça rappelle que la météorologie, elle n'a pas de frontières, que les nuages n'ont pas de frontières, que la pollution n'a pas de frontières. Donc, tout ça a pu circuler sur l'ensemble de la planète, notamment en altitude, où les vents sont beaucoup plus importants. Donc, ça peut transporter les particules sur des milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres. Et donc, on a comme cela un ciel voilé qui va pouvoir recouvrir de grandes surfaces, notamment dans l'hémisphère nord, quand c'est pas un cyclone, quand c'est une activité volcanique qui se produit dans cet hémisphère. Plus près de nous, des années 80, c'est l'explosion en direct de la fameuse navette Challenger. C'était en 1986. Là aussi, la météo a joué un rôle, lequel ? Ouais, c'est horrible cette histoire, parce qu'on a beau essayer de tout prévoir, et notamment dans ce domaine-là, dans le domaine aéronautique, on fait des contrôles, encore un autre contrôle, et puis un contrôle, et puis le contrôle du contrôle, et ainsi de suite. Et puis parfois, il y a le tout petit grain de sable, là c'est plutôt des petites gouttelettes d'eau, c'est peut-être plutôt effectivement la rosée qui s'est installée, qui a pu provoquer comme cela un petit conducteur, une petite condensation, exactement, c'est ça, la rosée, la condensation, qui a pu malheureusement déclencher un petit arc électrique ou favoriser un arc électrique qui a pu mettre le feu. En fait, un joint en caoutchouc, c'est ça ? Un caoutchouc, c'est un tout petit joint, c'est la liaison où effectivement un tout petit peu d'humidité a pu créer quelque chose de minuscule qui provoque quelque chose de tragique et de tout à fait spectaculaire. On revoit ces fameuses images de 1986 qui avaient stupéfié le monde entier. C'était en direct. Je m'en souviens, moi j'aime bien l'aéronautique, j'aime bien l'espace, et c'est vrai que c'est très triste, puis d'avoir vu l'équipage avant. Enfin bon, c'est... D'autant que ça se passe à Cap Canaveral, c'est la Floride, c'est bien ça. Exactement. En général, ils gèlent jamais. Non, justement, c'est pour ça d'ailleurs que les plateformes d'envoi, les pas de tir entre guillemets, sont souvent à proximité des tropiques. Alors il y a plusieurs raisons. La météorologie est souvent favorable, un peu moins d'humidité, encore que en Guyane, pour ce qui est d'Ariane, il y a de l'humidité, mais au moins des conditions favorables. Et puis surtout, c'est que plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a besoin d'élan, entre guillemets, puisqu'à cet endroit-là, on tourne plus vite à la surface de la Terre, donc ça demande moins d'énergie pour mettre en orbite une fusée.
Plus près de nous, c'est bien sûr la guerre en Ukraine avec ce phénomène de la Rasputitsa. Rappelez-nous de quoi il s'agit et quelle a été l'influence, le rôle justement de ce phénomène. Alors ça, ce phénomène, il a joué, oui, sur la guerre actuelle, mais ça a joué dans l'histoire, dans plein de circonstances, parce qu'effectivement, c'est tout simplement le théâtre de la guerre qui se transforme complètement, qui se transforme en boue, qui se transforme dans quelque chose qui est complètement infranchissable, quel que soit le type d'engin, que ce soit des chars. Et donc, quand ce phénomène-là arrive, forcément, même une armée très moderne, même une armée terrestre, va avoir beaucoup de mal à progresser. Et donc là, ça a pu enliser l'offensive russe et même parfois lui porter préjudice. Parce qu'on sait que quand on a ce type de phénomène, on ne peut plus utiliser la totalité de la surface, mais utiliser, notamment pour les chars, on est obligé d'emprunter des routes, sauf que quand on emprunte des routes, on devient une cible beaucoup plus facile à identifier et à localiser. Donc là, c'est beaucoup moins efficace, en tout cas pour l'offenseur. Donc dans ce livre, vous êtes plongé dans l'histoire, mais cet été, Louis Baudin, on a vécu un été très particulier, non? Exactement, il est très particulier. Historique d'un point de vue mondial, parce que des inondations, des canicules... Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la canicule, c'est-à-dire que là, c'est bien la confirmation, contrairement à ce que disent certains, je pense à un monsieur de l'autre côté de l'Atlantique, là, qui est encore dans le déni, qu'on est bien dans un réchauffement climatique, que donc régulièrement, je ne dis pas que ce sera toutes les saisons ou toutes les années, on a des températures qui sont largement au-dessus des moyennes, et quand arrive un pic de chaleur, comme ça a été le cas cet été, eh bien on arrive sur des seuils de canicule qui sont plus importants, qui durent un peu plus longtemps, à la fois dans le temps et aussi en géographie. C'est-à-dire que ce qui se produisait plus tôt dans la moitié sud, on a vu que c'est remonté, même sur le sud de la Bretagne. Moi, je suis breton. En principe, on est un peu à l'écart de ce type de phénomène avec l'air océanique. Là aussi, on a vu des températures très élevées sur le sud de la Bretagne. Donc, on voit bien là qu'il y a un effet du réchauffement climatique. C'est indéniable. Après, surtout les phénomènes particuliers comme les orages, comme l'activité orageuse, instable, là c'est plus compliqué de faire le lien directement avec le réchauffement climatique, même si on peut penser, en tout cas en théorie, que plus il y a d'humidité et de chaleur dans l'air, plus l'instabilité va être marquée, mais c'est pas toujours le cas. Donc, sur ça, il faut être prudent sur ça. Maintenant, l'expression du réchauffement climatique à travers des phénomènes de chaleur qui durent plus longtemps dans le temps et qui vont plus loin géographiquement, là, on y est. Est-ce que vous êtes confiant dans l'humanité pour relever ce défi du réchauffement climatique? Oui, je suis confiant. Oui. Je suis confiant et c'est aussi un peu... Enfin, ce livre, pour moi, c'est ça. Si quand on a fini de le lire, on se dit, tiens, je vais prendre un peu de recul et puis je vais essayer de participer un peu et puis prendre cette dimension d'un citoyen du monde, parce que c'est vraiment quand toute l'humanité se mettra en route que là, effectivement, l'efficacité sera là. Mais je suis sûr que le jour où tous ensemble, on utilisera nos moyens techniques, notre connaissance, notre humilité, notre rapport à l'autre, les progrès seront immédiats. On l'a vu pendant la période Covid, où en quelques mois, parce que voilà, c'était quelques mois, comment est-ce qu'en laissant la nature reprendre un peu de place, elle l'a occupé très très vite. On a vu les animaux revenir en ville, on a vu la nature repousser, on a vu la pollution régresser, mais de manière très spectaculaire. Donc je me dis, si on fait un tout petit effort, c'est pas non plus colossal, il n'y a pas besoin de tout transformer, je pense qu'on reprendra la bonne direction. À travers ce livre, et vous venez de le dire, vous soulignez l'importance de la nature. Quel est votre lien, vous, justement, avec la nature? Moi, il est constant. J'ai eu la chance d'être élevé. Mon père était militaire, donc je me suis déplacé. J'ai vécu à Châtelaillon, Bassin d'Arcachon, en Provence, dans des milieux où la nature était jamais très loin, que ce soit la mer, que ce soit la forêt, ou que ce soit la Provence. Donc, moi, j'ai tout de suite une appétence, une envie. Ça me procure plein d'émotions de regarder la nature, la mer, de la pratiquer. J'ai fait de la course au large, donc c'est quelque chose qui est tout le temps là autour de moi. Donc, c'est facile pour moi. Je comprends que pour d'autres, il y a des citadins, et moi, je ne juge personne. On a tous le droit de vivre et d'avoir ces émotions, mais en tout cas, rappeler que de toute façon, respirer, se nourrir sont des fonctions primaires. Si on enlève ces fonctions-là, on disparaît. On n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Donc, respectons ces deux conditions, et puis ça n'empêche pas d'avoir une diversité après de passion ou d'envie. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, vous, la nature, les leçons? C'est l'humilité? Première chose, c'est l'humilité. Première chose. La deuxième chose, c'est un potentiel d'émotion. On est doté de 5 sens. Alors là aussi, l'histoire de la vie, pourquoi est-ce qu'on a ces sens, Mais en tout cas, voilà, j'en suis doté et je me rends compte que
à travers la nature, à travers certaines activités dans la nature, d'aller voir les animaux, d'affronter la mer, de faire de la montagne, ça procure des émotions incroyables. Donc il y a de la beauté, il y a de l'esthétique, il y a du partage, donc voilà. C'est un moyen de se ressourcer aussi pour vous. Et c'est aussi un moyen de se ressourcer, ça c'est clair, et surtout un moyen de vivre, un moyen de connaître les émotions les plus belles. Je rappelais bien évidemment, vous êtes le monsieur météo de TF1 et de RTL. La météo, elle arrive comment dans votre vie? Vous êtes ingénieur au départ. Hein. Alors elle arrive parce que moi je voulais faire de la mer et de l'aviation mon métier, sauf que j'avais pas la visite médicale, donc il fallait que je trouve, pour faire ces métiers-là, donc il fallait que je trouve une porte d'entrée ou en tout cas un chemin parallèle pour revenir à ces passions. Et la météorologie, elle est là, puisque un pilote ou un marin ne part pas sans avoir regardé la météorologie. C'est la base. Donc voilà, c'est la base. Donc je suis revenu à ces deux passions-là par la météorologie, et ça m'a amené ensuite dans les médias. Ça c'est la voile qui m'a fait le pont entre cette passion et les médias. Vous êtes sur RTL depuis 2002, sur TF1 depuis 2010. Ça veut dire que dans une présence quasi quotidienne auprès du public, ça veut dire que vous avez tissé tout au long de ces années un lien très particulier avec le public. J'espère, en tout cas, c'est ce que je rencontre quand je peux aller les voir. C'est clair que quand on a la chance de travailler sur de grands médias, on s'invite un peu chez les gens. Oui, vous êtes dans le salon. On est dans le salon, voilà. Ça oblige. Donc ça oblige. Il y a une exigence, et essayer de donner évidemment la meilleure information possible, et puis aussi une exigence de rencontre, d'échange avec les gens. Enfin, je ne viens pas comme ça d'un seul coup asséner la bonne parole. Non, on est dans un échange constructif. D'autant plus aujourd'hui que la météorologie, que le changement climatique, que l'évolution sociétale nous amène à réfléchir ensemble autour de ce sujet-là et de tout ce qu'il peut impliquer en termes de réflexion. Et donc, ça amène des échanges incroyables. Donc, j'aime bien aller à la rencontre des gens qui me font l'honneur de me regarder pour échanger et s'enrichir les uns les autres, parce que ce n'est pas que dans un sens. Justement, pour revenir sur cette actualité de cet été, il y a quelque chose qui vous a particulièrement troublé, vous, cet été, dans ce qui s'est déroulé dans notre été? Dans l'été, oui, je dirais que la météorologie peut-être, mais non, mais moi c'est surtout aujourd'hui le fonctionnement un peu de notre planète. On voit qu'il y a des endroits sur Terre où il y a quelques dirigeants qui, de mon sens, sont justement pas dans le sens de l'histoire. On n'a pas compris qu'aujourd'hui, on n'en est plus à essayer de se chamailler. Chamailler, le terme est un peu faible, mais en tout cas, on en est encore à se disputer des frontières, à se disputer, non. Aujourd'hui, pour vous, l'humanité, elle est sur la même barque, ça. Bien sûr, on doit dépasser ça. Je le redis, quand on arrive à l'école de la météorologie, la première chose qu'on nous apprend, oubliez les frontières. Moi, faire une bonne prévision à Paris, il faut que je connaisse le temps à New York, à Melbourne, à Moscou ou autre. Si je n'ai pas ces globalités-là, je ne peux pas faire un bon travail. Et réfléchissez un peu. Les épidémies, on l'a vu, pas de frontières. Alors, elles s'en moquent complètement. Les animaux, pas de frontières. Ils ont un domaine, eux, de vie, ou en tout cas, mais ils n'ont pas de frontières. La pollution, pas de frontières. Les courants marins, pas de frontières. Les nuages, non, contrairement à ce qu'on dit peut-être certains, ça n'arrête pas aux frontières. Donc, si on veut retrouver une cohérence, une harmonie par rapport à cet environnement, il faut que nous aussi, on oublie un peu les frontières dans notre adaptation et notre comportement. Pour relever justement ce défi. On n'y est pas, je suis d'accord. Mais il faut aller vers ça. En vous replongeant dans toutes ces histoires, quelle est l'histoire qui vous a le plus surpris, vous avez revisité? Moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, là aussi, dans la réflexion, ça doit nous alimenter, c'est l'histoire de l'anticyclone des Açores. Vous savez, parce que là, c'est pas très loin de nous, ça explique un peu notre histoire. Le cyclone des Açores, dans l'Atlantique, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Et donc ça a obligé les premiers marins, finalement, à naviguer dans un sens qui suivait le vent. Oui. Donc ça a amené quoi ? Les Européens ont navigué, poussés par le vent, ils sont passés sur la côte africaine. Puis de l'Afrique, ils ont traversé vers les Caraïbes. Découvert l'Amérique. Découvert l'Amérique, entre guillemets. Et puis ensuite, pour revenir, c'est bien, par l'Atlantique Nord, on a des vents portants. Donc on a créé ça. Et ça a fait quoi ? Ça a fait l'esclavage, le transport des Africains vers les Caraïbes, et puis là, l'exploitation, et puis les matières premières qui retournaient vers l'Europe, et ainsi de suite. Imaginez l'anticyclone Açores qui tombe dans l'autre sens. L'histoire aurait été totalement différente. Parce que ça veut dire qu'on aurait d'abord découvert par le nord les États-Unis, les Caraïbes, et qu'ensuite des Caraïbes, on aurait été vers l'Afrique. Jamais dans l'autre sens. Donc on n'aurait jamais eu
cette histoire de l'esclavage, on n'aurait jamais eu cette histoire économique. D'autres histoires. On aurait eu d'autres histoires. On voit l'influence du climat, de la météo de façon flagrante sur la destinée des humains. C'est une cinquantaine de récits, si j'ai bien compté. Les histoires extraordinaires de la météo, signé Louis Baudin, des récits tout à fait captivants. On apprend plein de choses et puis effectivement, ça fait aussi réfléchir. C'est aux éditions Fayard et ça sort dès demain. C'est bien ça, demain. Voilà. Merci. Merci d'avoir été en direct avec merci nous à vous. sur Le Figaro. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Soyez donc au rendez-vous et je vous souhaite une très très bonne journée en compagnie du Figaro, bien évidemment. À demain.